Bonjour, on est le 5, aujourd'hui on est le 5 septembre 2020, je dirais samedi, on est le week-end, hein, samedi 5 septembre 2020. Voilà, la journée m'a l'air correcte, hein, bon, c'est un temps pour jouer au football, pour courir, bon, magnifique, on a un vent frais, un vent du mois de septembre. Bien sûr on a perdu cette fameuse clarté d'été, hein, cette fameuse clarté d'été. On se retrouve quand même avec une petite clarté, mais des nuages, des petits nuages. Et alors on reconnaît le mois de septembre. On ne peut pas dire qu'on est dans le mois de juillet, dans un courant du mois de juillet ou du mois d'août. On est loin de... Voilà, le vent est frais et ça permet d'aller courir, d'aller jouer au football, de faire du sport, du vélo, de, tout ce qu'on veut. Faire du sport, parce que la journée semble, je veux dire, bien, très bien. Très bien pour faire du vélo, pour faire toute activité sportive, du jardinage. Vous pouvez rester à la porte sans aucun souci. Il y a une très belle aération. Maintenant, je vous dirais, allez vous mettre loin des pollutions parce que bon, malgré que certaines personnes désirent sortir, elles rencontrent les phénomènes de pollution des véhicules, des camions qui polluent l'atmosphère. Je dirais même peut-être si vous avez des usines ou autres et qui sont dans votre pourtour, fatalement, vous n'allez pas profiter, je veux dire, d'une cure de santé avec des éléments négatifs parasites qui viennent faire en sorte que bon, ça vient contrarier la bonne marche de votre équilibre santé. Question d'équilibre, justement, c'est le cas de figure ici de voir une vidéo qui va concerner les équilibres donc calorimétriques. Les équilibres calorimétriques. Donc je vais faire une vidéo qui va concerner l'équilibre calorimétrique et que c'est une vidéo, je veux dire, qui va être considérée d'un point de vue importance, d'un niveau très important. Parce qu'en fait, je vais commencer à entrevoir la véritable loi de la calorimétrie, qui est égale à delta Q est égal à MC delta T. Bien sûr, j'ai commencé à faire des calculs à travers de vidéos. Bien sûr que j'ai commencé à faire des vidéos de calorimétrie. Mais maintenant, le point de vue de l'équation calorimétrique va commencer à se peaufiner et arriver à un stade où il n'y aura plus de secret pour vous pour ce type de genre d'équation, d'où elle vient, d'où elle provient, son historique et tout le tralala qui va derrière, bien, n'auront plus de secret pour vous. Parce qu'en fait, toutes les vidéos viendront se succéder pour vous, pour bien vous informer concernant la loi de calorimétrie. Et je vous rappelle que la calorimétrie, c'est un domaine fondamental que l'on retrouve notamment en construction. Hein. En construction, on doit isoler les habitations et tout ce qui s'ensuit. Voilà, on fait appel à l'étude des chaleurs. L'étude des chaleurs pour voir comment isoler au mieux en hiver, bien sûr, parce que c'est vrai que quand vous isolez en hiver, bon, en été, bien que ce soit un système isolé, hein, bien que ça réponde à un système isolé, malgré tout, vous avez quand même chaud quand il y a un système isolé, hein, en été. Donc, vous ne devrez pas avoir chaud parce qu'en fait, c'est isolé, mais malgré tout, il y a des échanges qui se font et qui font que vous avez, voilà, si vous avez de la chaleur qui rentre, fatalement, si c'est un système isolé, la chaleur va rester cloisonnée et donc vous allez crever de chaud en été. Voilà. Alors que normalement, si tout était isolé, la chaleur ne devrait pas rentrer. Et bon, vous aurez un certain frais, pour autant que le milieu est déjà frais au départ. Mais s'il est chaud, ça va isoler le chaud qui est à l'intérieur, et là, vous allez avoir chaud. Donc vous allez avoir des bouffées de chaleur, hein, parce que la maison est trop isolée, que vous allez faire rentrer du chaud. Voilà. Parce que isoler, c'est bien pour l'hiver, hein, ça isole l'habitation ou l'habitat ou la structure par rapport au milieu extérieur, ça l'isole, oui. C'est-à-dire que si vous chauffez à l'intérieur, mais vous essayez de ne pas avoir de perte de chaleur
Parce qu'il y aura toujours des pertes de chaleur. Vous avez beau isoler, on n'a pas voilà, un système isolé à 100%. On a toujours des pertes. Ben, pour éviter les pertes, on isole. Mais ça, c'est valable pour l'hiver. Mais en été, qu'est-ce qui se passe? L'isolation est toujours là, vous n'allez pas l'enlever. Bon, maintenant, si vous faites rentrer de l'air chaud en ouvrant une fenêtre et qui fait des bouffées de chaleur à l'extérieur, mais l'air chaud va rentrer dans la maison, vous allez avoir fort chaud parce que c'est isolé. C'est isolé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, là, on met des systèmes, on contrecarre cet effet en mettant des systèmes de refroidissement. On refroidit soit l'habitacle si c'est une voiture, ou on refroidit l'habitation par des systèmes hein, de pompe à chaleur, hein, pompe à chaleur qui réchauffe en hiver et qui refroidit en été. Ou alors vous mettez tout simplement des systèmes de réfrigération, d'aération, d'air frais, d'amener d'air frais par des systèmes de, comment on appelle ça, enfin je sais plus comment on appelle ça, enfin, une aération d'eau froide, de chaleur froide, de froid, je m'excuse, pas de chaleur froide, c'est une aération de froid qui va ramener du froid. Voilà, je sais plus comment on appelle ça, c'est l'air conditionné, voilà, système d'air conditionné. Voilà, ça c'est des systèmes d'air conditionné qui va vous ramener non plus une ambiance chaude, parce que dans la vie on peut soit réchauffer, par exemple on réchauffe un plat, on réchauffe une habitation, la chaleur est fortement utilisée. On réchauffe voilà, une usine pour chauffer, voilà, pour faire fondre des éléments, pour chauffer l'agroalimentaire, pour chauffer, bon, il y a une multitude de raisons pour lesquelles on peut chauffer. Maintenant, on peut refroidir aussi. En agroalimentaire, on refroidit. Le frigo est là pour refroidir. Voilà. Le frigo, le congélateur, le surgélateur, les chambres froides, et tralali, tralala. Donc, dans la vie, on est amené à chauffer, mais on est amené à refroidir. Et on joue avec, voilà, avec ces process ou ces procédés ou ces façons de faire, soit de réchauffer ou soit de refroidir. Bon, ceci étant dit, donc je vous ai dit qu'ici la vidéo elle est très importante parce que on commence à aboutir à une équation qui va tout dévoiler de son historique, de sa consistance et de où ça peut mener. C'est-à-dire que cette formule va nous faire entrevoir son passé, son présent et ce qu'elle peut faire. Quand je dis son présent, c'est comment l'utiliser. Et quand je dis son futur, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Son présent, c'est à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Son futur, c'est réaliser des exercices qui peuvent s'entrevoir par après. Je peux l'utiliser en tant qu'outil. Et son passé, c'est de savoir comment on l'a construite, cette formule, comment elle est venue, comment on a pu l'aborder, et tralali, tralala. Et donc toutes ces vidéos-là sont arrivées à un stade où je commence à arriver à une finalité de cette fameuse formule de la calorimétrie. Alors à calorimétrie s'opposent bien sûr d'autres domaines. Bien sûr, dans la thermodynamique, il y a pas mal de domaines. C'est pas les domaines qui manquent en thermodynamique. On retrouve la thermométrie, l'étude des gaz parfaits, l'étude voilà, des vapeurs. On retrouve le froid industriel. Voilà, bon, l'étude des statistiques des gaz, et tralala, tralala. Bon, c'est ouvert. La thermodynamique, elle est ouverte. Donc, à côté de la calorimétrie, s'opposent d'autres domaines. Bon, ceci étant dit, je vais partir pour finir cette vidéo très importante de la relation fondamentale de la calorimétrie. Je vais toujours partir à partir des lois empiriques de Taylor et Richman. Voilà, les règles, les lois de Taylor et Richman. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Taylor et Richman avaient étudié le cas d'équilibre, donc à une température d'équilibre, parce que c'est la température qui intervenait. Quelle est la température d'un mélange d'une masse d'eau chaude
parmi une masse totale mélangée, M, à une température T1. Je vous rappelle que M1 sur M, c'est une fraction massique, c'est un rapport de masse, d'une masse M1 par rapport à la masse totale, fois la température T1. Je suppose que M1, T1 est le corps froid. Hein. Voilà. Je vais l'écrire. Bon, et plus M2 sur M fois T2. Alors, cette équation-là, elle a été retournée dans toutes ses moutures dans la vidéo précédente. Donc, le but, c'est pas de refaire une vidéo dans la vidéo. Donc, je vous dirais d'aller voir voilà, les lois empiriques de Taylor et Richman. Parce qu'ici, je commence à aboutir à une formulation thermodynamique voilà, des écritures de la relation fondamentale. Vous allez voir où je vais aboutir en terminaison de cette vidéo. Bon, je vous rappelle ceci, je vais le rappeler. Pour ça, on peut mettre un diagramme, enfin une échelle, je m'excuse. Une échelle de température. Bon, je peux mettre plusieurs échelles. Une échelle de masse, mais ici ça nous importe peu. Une échelle des énergies, bon, ça nous intéresse pas grand. Il n'y a pas d'intérêt. Donc je peux mettre trois échelles, hein, échelle de masse, mettre voilà, dans une échelle différentes masses, M1, M2, je peux le faire. Hein. Bon, je vais vous montrer comment on ferait. Ben, vous avez un 0, il y a toujours un 0. Hein. Voilà, niveau 0. Généralement, je ne mets pas le niveau 0, hein, bon, parce qu'on se dit qu'il y a un niveau 0. Voilà. On étudie les variations de température, donc le 0 ne nous intéresse pas. Voilà, c'est pour ça qu'on ne met pas le 0. Voilà, bon, je vais vous dire comment on ferait pour une masse. Supposons que je considère que le 0 est ici. Le 0 est ici. Hein? Alors, je peux mettre soit la masse M1 plus grand ou la masse M2 plus petit. Peu importe, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Si, ça va changer au niveau de la température d'équilibre. Mais voilà, température d'équilibre, si je mets M1 plus grand que M2, mais la température d'équilibre va être plus proche de T1 que de T2. Si je mets la masse M2 prépondérante, ben, voilà, la température d'équilibre va s'approcher de T2. Bon, je vais mettre ici une masse moins prépondérante que M2. Voilà, la masse M1, elle est là. Je suppose que T1, c'est le corps froid. Hein. Je vais le marquer d'ailleurs tout de suite. J'estime, je prends par hypothèse que... Enfin, je prends par hypothèse, c'est pas que j'estime, c'est pas une estimation, mais je prends par hypothèse que T1 est le corps froid. Par opposition, on va voir T2 et la température du corps chaud. Ouais, quand je dis T1 le corps froid, c'est T1, si je veux parler correctement, c'est T1 et la température du corps froid, bien sûr, hein, vous aurez compris. Bon, j'ai abrégé, voilà la façon de dire, donc c'est T2 et la température du corps chaud. Voilà, corps chaud, CH, corps, C pour corps et CH pour chaud. Bon, j'aurais pu prendre T1 le corps chaud, hein, et T2 le corps froid. À ce moment-là, je dois faire attention au niveau des conventions de delta Q. Je devrais faire attention aux conventions de delta Q. Bon, mais ici, j'ai choisi T1, donc j'aurai la convention qui devrait y avoir normalement. Il y aura une certaine convention si je prends T1, qui est le corps froid. Et une autre convention si je prends T2, qui est le corps froid. Voilà, donc on aura une niveau conventionnel. Voilà. Donc ici, j'ai pris par hypothèse que c'est T1 qui est le corps froid. J'aurais pu prendre T1 le corps chaud. J'ai pris par hypothèse. Voilà. C'est une liberté que j'ai eu de prendre et de poser que T1 est le corps froid, par hypothèse. Alors, ça c'est par hypothèse, mais par hypothèse, j'estime aussi, enfin, je m'excuse, je prends par hypothèse que M1 est la masse la plus basse. C'est-à-dire que la masse du corps le plus froid, la masse du corps où la température la plus froide est la plus petite. La masse M1 est plus petite que M2. Bon, c'est moi qui prends ça comme hypothèse. Hein. Voilà, je prends ça comme hypothèse. Parce que j'aurais pu dire que M2
est plus petit qu'M1. Et dans mon cas de figure, ça veut dire que si M1 est beaucoup plus petit que M2, ça veut dire que M2 est plus prépondérant que M1, il est plus grand. Et s'il est plus prépondérant, la température d'équilibre du mélange va être plus proche de la température de départ qui est T2. Parce que j'ai pris M2, voilà, on aura une température qui va se rapprocher de... puisque ceci, le rapport massique, est beaucoup plus grand que ce rapport massique ici, hein, on sera plus proche de T2. Par exemple, si j'ai 5 degrés, bon, je vous rappelle que si le rapport massique il fait ici un quart, de l'autre côté on aura plus 3 quarts, parce que la somme des rapports massiques fait 1. Si je fais M1 sur M plus M2 sur M, ce qui fait M1 plus M2 sur M, ce qui fait M1 plus M2, ça fait M, on aura M sur M, voilà, on aura M1 sur M, M c'est la masse du mélange, hein, je vous le rappelle, hein. On aura M2 sur M est égal à M1 plus M2 sur M. Mais M étant déjà la masse du mélange, on aura M1 plus M2, donc on aura un rapport qui vaut 1. Donc ce rapport ici, le rapport total ici, M1 plus M2 fait 1. Donc c'est pour ça que je vous dis que si on a un quart ici, mais je fais 1 moins 1 quart, mais j'ai 3 quarts. Si la température est de 20 degrés, les températures d'équilibre vaudra 5 quarts. Bon, un quart c'est 0,25. 0,25. Si je fais 4 quarts c'est une unité, et 5 quarts c'est une unité plus un quart, ce qui fait qu'on aura 1,25. Voilà, plus, alors, 20 divisé par 4 ça fait 5, 5 fois 3, 15. Et ici la prépondérance, hein. Par rapport à 1,25, la prépondérance de 15. Donc 1,25 plus 15, ça va s'additionner pour donner 16,25. Donc 16,25 est beaucoup plus proche de 20 que de 5. Hein. Voilà. Ça, bon, donc la température d'équilibre va dépendre de la fraction massique. C'est pour ça qu'ici, bon, j'ai pris par hypothèse que c'est M2 qui est plus important que M1. Alors, si vous voulez toujours faire ce diagramme de masse, bien, on retrouvera la masse M qui est ici, qui vaut M1 plus M2. La masse du mélange. M est égal à M1 plus M2. Bon, alors, le M1, c'est ceci. Voilà. M2, c'est ceci. Voilà. Et alors, M1 plus M2, vous devez prendre le décalage ici. Je le reprends ici, par rapport au 0. Et je reprends ce décalage ici, que je vais rajouter, bien sûr. On sera plus ou moins, voilà, plus ou moins là. On va se situer plus ou moins, bon, ici. M1 plus M2, plus ou moins, situé quelque part là. Voilà, ouais, M1 plus M2. Alors, M1 plus M2, plus ou moins situé quelque part ici. Voilà. Voilà. Bon, mais ça, on fait jamais
d'échelle des masses. L'échelle des masses, ça nous importe peu pour la calorimétrie. Ici, on ne fait pas d'échelle de masse. Maintenant, on peut faire une échelle de chaleur. Échelle de chaleur. Alors, l'échelle de chaleur, bon, on a toujours notre zéro. Et là, on positionne l'énergie initiale de départ. Alors, supposons que j'ai dit que T1 était le corps froid, donc c'est lui qui possède l'énergie la plus basse. Supposons qu'elle est là. Et le corps chaud, ben, c'est T2, j'ai estimé que c'était T2, par hypothèse. Enfin, c'était le corps dont la température était à température T2. Donc, je vais mettre ici le plus énergétique, c'est le corps 2, avec une énergie E2. Et là, j'ai une énergie E1. Alors, comme c'est un échange de chaleur, un mélange de corps, de deux substances identiques, ben, il y en a un qui va donner un delta Q, qui va absorber l'énergie de l'un, et l'autre absorber, fournir l'énergie. Il y en a un qui va céder son énergie. Donc, remarquez que ici, c'est la même quantité d'énergie delta Q. Donc, je suis obligé de prendre ça, copier, coller, et descendre, voilà, de ceci. Bon, dans ce cas-ci, il n'y a pas de chevauchement. On retrouve ici, c'est un cas de figure où il n'y a pas de chevauchement. Voilà, ici, si je prends ceci. Voilà, celui-ci et celui-là. Voilà. On remarque ici le même delta Q ici. Il y en a un qui va être abaissé, E2 va être abaissé d'une variation qui est moins delta Q. Hein, alors que l'autre, ben, il va être augmenté d'une variation delta Q. Mais ici, j'ai pris un cas de figure où il n'y a pas de chevauchement. On peut avoir de chevauchement comme on peut avoir une limite tout juste. Hein, une limite juste, c'est-à-dire qu'ils vont arriver tous les deux à un endroit mitoyen. Mitoyen, c'est-à-dire à une moyenne. On peut avoir 1 plus 2 divisé par 2, on peut avoir ça. Ils vont arriver à une énergie qui est du mélange, qui est 1 plus 2. Alors, je vous rappelle que, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est cette énergie-là Moins delta Q, ben, c'est comme si... Parce que le système est mélangé. Hein. Mettez-vous à l'esprit qu'on a le corps 1. Je prends un corps 1 et je prends un corps 2. Voilà. Donc en fait, on a un sous-système 1, un sous-système 2. Et qu'après, bon, au niveau du mélange, le système est composé de deux sous-systèmes. Ce qui veut dire que bon, on ne retrouve plus le sous-système numéro 1 et 2 puisqu'il est mélangé. Il est dans un système qui a repris les deux en même temps, les deux sous-systèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais ce diagramme d'énergie, E2 est descendu de delta Q, mais en vérité, E2 c'est comme s'il existait encore, mais il n'existe plus. E2 est descendu de delta Q. Voilà. Ouais, est descendu. Donc si je vais dans le mélange, regardez le corps numéro 2, il est mélangé. Hein. Attention que ça c'est le système mélangé. Donc je l'écris. Système mélangé. Et là j'ai le corps 2. C'est le sous-système. Avant mélange. Voilà, sous-système corps 1 avant mélange. Et puis après on a le système mélangé. On a le système mélangé. Bon, ça, on va dire que ceci c'est avant mélange. Avant mélange. Ben, avant mélange, on a E2 et E1. Voilà, avant mélange, on a E2 et E1. Voilà. Si je fais le mélange, E1, E2, le corps 1 et le corps 2 n'existent plus. Ils n'existent plus, puisqu'ils sont mélangés. Ils font qu'un. On a un système qui est composé du corps 1 et du corps 2.
Voilà, donc il n'existe plus ce corps 1 et corps 2. Mais malgré tout, on pourra entrevoir au niveau énergétique que c'est comme, si on avait le corps 2, voilà, le corps 2 qui était une énergie E2 qui s'est abaissé, voilà, qui s'est abaissé d'un niveau d'énergie pour atteindre un niveau d'énergie que je vais appeler E'2. Alors que, bon, mais E'2 n'existe pas parce qu'en fait, le système est mélangé. Mais si je prends le corps comme s'il existait, mais, le corps 2 est passé de E2 à E'2, mais il n'existe plus E'2, puisqu'il est mélangé. Il est mélangé, voilà. Tout ce qu'on peut retirer, c'est le delta Q. C'est de se dire que dans le mélange, qu'est-ce qu'il a subi? Il a subi, je veux dire, un delta Q. Pour chacune des parties, des sous-systèmes pris je veux dire, isolément. Isolément, il y en a un qui a perdu delta Q, l'autre qui a gagné delta Q. Mais quelque part, E'2, on peut plus en parler parce qu'ils sont mélangés. Ce qu'on va tirer comme enseignement, c'est le delta Q. Ça oui. Donc là, on aura, pour E1, il va monter de E'1. Voilà. Mais ce E'2 et ce E'1 ne nous intéressent pas. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est en termes de variation. C'est en termes de variation. C'est le delta Q qui nous intéresse. Voilà. On dessine jamais, je veux dire, un type de diagramme comme ceci. Hein. Tout comme on dessine jamais un type de diagramme comme je vous ai montré sur les masses, on ne dessinera jamais un type de diagramme sur les énergies comme ceci. Pourquoi? Parce que c'est comme je viens de vous dire, le corps 2, E'2 est mélangé. E'1, c'est comme s'il était vu isolément, mais en fait il est mélangé. Il est mélangé. C'est comme s'il était vu isolément, mais il est mélangé. Par contre, ce qui nous intéresse, là, dans un tel diagramme, par exemple, ce serait le delta Q. Là, c'est voilà, ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est réellement. Ce qui s'est passé, c'est une variation de moins delta Q, qu'on va répertorier dans un diagramme de température. Mais regardez bien qu'ici, dans un diagramme de chaleur, il y a une égalité parfaite ici. Hein. On a moins delta Q, au niveau à valeur absolue, ici on a l'égalité ici de ceci avec ceci. On a delta Q qui est égal à delta Q en valeur absolue. Bon, il y en a un qui est négatif parce que c'est l'exothermique qui va, il est endothermique, moins delta Q, parce qu'il va céder de l'énergie au sous-système, à l'autre sous-système. Voilà. J'ai pris que le corps 2 était le corps chaud, et il va céder. Voilà, il va céder son énergie. Ouais. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Voilà. Donc le corps 2, comme il était le corps chaud, il va transmettre une forme d'énergie qui est delta Q. C'est le delta Q qui nous intéresse. C'est le delta Q. Mais comme le corps 2 fournit l'énergie, on va mettre un moins. Donc il est fournir, c'est endothermique. Donc moins delta Q, c'est endothermique. Pendant qu'il fournit, l'autre il reçoit. Il y en a un qui fournit, mais l'autre il reçoit. Ça veut dire qu'ici on aura une baisse de chaleur, il va se refroidir ce corps-là, le corps chaud va se refroidir, et le corps froid va se réchauffer. Alors, bien sûr, la température d'équilibre
comprise entre T1 qu'on n'aura jamais, parce qu'il faudrait qu'il soit tout seul pour avoir T1. T1 étant la température du corps froid, et T2 étant la température du corps chaud. Donc la température d'équilibre va jamais être de T2, parce qu'il faudrait que T2, le corps 2 soit tout seul pour avoir T2, et il faudrait que le corps 1 soit tout seul pour avoir T1. Donc la température d'équilibre est comprise entre T1 et T2. Voilà. Et je vous rappelle que la prédominance en fonction, donc, la température d'équilibre sera plus proche de T2 si M2 sur M1 est plus prépondérant. Elle sera plus proche la température d'équilibre sera plus proche de T1 si M1 sur M2 est plus prépondérant. Mais si M1 sur M2 est égal à M2, M1 sur M est égal à M2 sur M, là on va se trouver à la moyenne arithmétique. On aura T1 plus T2 sur 2. Voilà. Et donc dans ce cas-ci, ici, le corps froid va augmenter en chaleur, donc il est exothermique. Il va s'enrichir pendant qu'il y en a un qui s'enrichit en chaleur. Voilà, on a un transfert de chaleur. Hein. Il y en a un qui va s'appauvrir. Voilà, il y en a un qui va s'appauvrir en chaleur. Et cette quantité de chaleur qui s'est appauvrie. Bien sûr, je parle dans le sens où il n'y a pas de perte de chaleur. Hein. Ça, comme à l'accoutumée, je suis dans un point de vue idéalisé. Hein. Voilà. Cette quantité de chaleur ici qui a été perdue par le corps 2, ben, elle a été prise par le corps 1. C'est parce qu'on a un système isolé. Voilà, on a un système isolé. On n'a pas d'échange de chaleur, on n'a pas de perte d'énergie avec le milieu extérieur. Bon, je vous rappelle, quand je parle d'énergie ici, c'est d'énergie calorifique. Hein. C'est de l'énergie calorifique. Je parle exclusivement d'énergie calorifique parce que je suis en calorimétrie. Voilà, je suis en calorimétrie, donc on se situe dans un point de vue calorimétrie. Donc on a le point de vue ici, c'est l'énergie calorifique. Bon. C'est-à-dire qu'on aura une conservation totale de l'énergie. Voilà. Et le but de la vidéo, vous allez voir que je vais y arriver à cette conservation. Hein. Dans cette vidéo-ci, je vais y arriver grâce à la loi empirique qui est ici. J'ai une loi empirique ici de Richman et Taylor. Mais je vais arriver à cette conservation avec une écriture d'une équation de bilan généralisé, un bilan généralisé sous forme d'une écriture d'une équation. J'aurai une équation qui va être un bilan global énergétique conservatif. Voilà. Alors, pour ça, je vais débuter. Oui, il y a juste à vous faire remarquer que la dernière chose, c'est que, en plus disait, donc le diagramme des masses, bon, il n'y a pas d'intérêt ici en calorimétrie de faire un diagramme des masses. On peut faire un diagramme énergétique. Ben, ici, il n'y a pas d'intérêt à faire ça parce qu'en fait, E'2 et E'1 sont repris dans le mélange. Ben, ce qu'on peut faire maintenant, c'est un diagramme de température. Bon, voilà. Alors, faisons un diagramme de température. Pour aller plus rapidement, non, j'ai rien dit. Je vais, voilà, j'ai toujours mon 0 en termes de température. Voilà. L'échelle de température est vers le haut. À partir du 0, voilà, on comptabilise les températures. Et là, à ce niveau-là, on aura bien sûr la température du corps froid qui est ici, température du corps chaud ici. Et si on a une masse, j'ai pris une masse prépondérante en masse de corps chaud, on va se situer plus du côté du corps chaud que du corps froid. Donc ce qui veut dire que on aura la température du corps froid, T1, on aura la température du corps chaud, T2, et on aura la température ici d'équilibre qui est plus proche de T2 parce que on a une masse prépondérante en corps chaud. Alors, ce qu'on indique dans ce genre de diagramme, c'est un mélange. Bon, ça c'est une échelle de température. On va mélanger les énergies et les températures ici. Bon, ben alors, quand on mélange les énergies et les températures, on est amené à faire ceci. Là, on a
un abaissement de température. Voilà, c'est l'abaissement de température. Et ça, c'est l'augmentation de la température. Mais certains indiqueront moins delta Q. Moins delta Q. Mais attention que si vous faites ceci, c'est pas parce que les barres sont différentes que la variation de chaleur, elle est la même. Hein. En fait, ce que ça veut dire, ça veut dire quoi? C'est pas que ça n'a rien à voir. C'est les variations de température qui sont différentes. Les barres sont différentes. Elles sont différentes. Mais la variation de température, je vous l'ai dit, elle est en valeur absolue la même. Elle est égale. Donc ça veut dire que ça, c'est la variation de température induite à la cause qui est... Ça voudrait dire que, en termes, si on devait s'exprimer comme ceci, le moins delta Q est la cause, qui est égale à moins delta Q, de cette variation de température ici. Voilà. Ce delta Q là est la cause de cette variation de température là. Voilà. C'est une relation de cause à effet. Parce que les barres sont différentes, c'est normal, c'est des variations de température différentes. Mais ceux qui mettent un delta Q à côté, ça veut dire que c'est causé par la delta Q. Ça ne veut pas dire que c'est le delta Q, parce que le delta Q, il est le même là, il est le même. Voilà, il est le même en valeur, hein, en valeur absolue. Voilà, de là à là, le delta Q ici, il vaut celui-là exactement. En valeur absolue, il est le même. Voilà. Quand on a un transfert ici, voilà, je fais un transfert ici de chaleur, en valeur absolue, il est le même. Ce n'est qu'il y a un signe pour dire qu'il y a un transfert d'un côté vers l'autre. C'est juste ça. Mais attention à ces fameux diagrammes, comment vous les interprétez, parce que c'est pas parce que les barres sont différentes que vous dire que c'est des énergies différentes, non. Ça veut dire que c'est la cause qui a créé cette variation de température, c'est ce que ça veut dire. Voilà, ceci étant dit, maintenant je peux aller rechercher, faire le bilan et aller rechercher l'équation. Tout est dit ici, donc on a trois types de diagrammes, de masse qui ne nous intéresse pas, énergie qui ne nous intéresse pas parce que le mélange est fait, on n'a pas de E'2, E'1 en réalité, parce que ça c'est une vue d'esprit, le E'2, ça veut dire que c'est comme s'il était isolé, on aboutirait à E'2. Et E'1 c'est comme s'il était isolé, on aboutirait à E'1. Or, il n'est pas isolé, puisqu'en fait on a un mélange. Le système final est un mélange. Voilà. Donc on va éviter ce diagramme là, et le seul diagramme qu'on va prendre, c'est un diagramme de température qui est ici. Mais alors à ce moment là il faut se signifier que si on met un delta Q ici, la signification de ce delta Q c'est tout simplement pour vous dire que c'est la cause qui a créé cette variation de température ici. Voilà, et rien de plus. Donc on pourra mettre une variation de chaleur, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, dans un diagramme de température sans pour autant qu'il n'y ait pas d'équivoque possible, c'est-à-dire que quand on mettra le delta Q à côté, c'est pour dire que il est la cause de cette variation de température. Rien de plus. Voilà, ceci étant dit, maintenant je vais aller chercher l'équation, on va rechercher l'équation généralisée de la calorimétrie. Alors, rappelez-vous, on a la loi empirique de Taylor et Richman, donc température d'équilibre. Ils avaient étudié deux corps, un seul corps qui était l'eau chaude et l'eau froide, un seul corps qui était le corps, l'eau, mais à des états thermodynamiques différents l'un de l'autre. C'est juste ça. Mais sinon, le corps est elle-même, ça veut dire que la proportion qui existait entre la température et la masse, je veux dire, elle se simplifiait. En fait, c'était le C de l'eau. Voilà. Bon, eux, comme ils ont pris un corps de même substance qui était en l'occurrence de l'eau, on peut écrire que on a M2 sur M T2. Alors ceci, je vous ai dit en début de vidéo que j'avais déjà démontré ça, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ils auraient pu trouver la loi de la calorimétrie à eux par cette équation-là. Voilà. Ils auraient pu démontrer les lois de la calorimétrie
delta Q est égal à MC delta T par ça. Parce qu'en fait, il n'y était pas loin, et je vous ai fait une vidéo pour laquelle, à partir de ça, bon, on savait trouver Q est égal à MC delta T, avec un échange de chaleur qui est delta Q1 est égal à moins delta Q2. Voilà. Alors, donc à partir de là, dans une des vidéos, ben, on a démontré que je peux le refaire, hein, c'est pas un problème. Bon, c'est M, je vais le refaire d'ailleurs. Alors on va le refaire, M1. Bon, mais je vais le faire de manière très rapide, hein, parce que ça a été fait auparavant. Donc je vais faire directement les simplifications nécessaires qu'il faut. Le M il est au dénominateur, hein, on a M et M ici. Vous voyez, on a M. Donc je vais faire M fois la température d'équilibre. Voilà, M fois la température d'équilibre est égal à M1 T1 plus M2 T2. Voilà. Bon, mais sachant que M c'est M1 plus M2, je mets pas les fois, hein. Bon, je peux aller plus vite, voilà. Égal à M1 T1 plus M2 T2. Entre eux, c'est des multiplications. Ce qui veut dire que on a M1 T d'équilibre. Je fais directement le M1 qui est dans le monde de droite, je le fais revenir dans le monde de gauche. M1 T1 égal à M2 T2 moins M2 T2 équilibre. M2 T équilibre. Ce qui veut dire que j'ai M1 fois T équilibre moins T1 est égal à M2 fois T2 moins T équilibre. Voilà. Bon, et alors on sait bien que c'est proportionnel. Hein. Donc on voit bien que la loi de la calorimétrie est proportionnelle à la masse. Bon, ça c'est d'une évidence totale parce que j'ai fait plusieurs vidéos. Et à la fin, on finit par entrevoir ça de manière normale. Hein. C'est tout à fait normal. Parce que à plusieurs reprises, j'ai fait des vidéos qui montraient qu'il y avait une incidence de la masse au niveau de la chaleur. Chauffer 10 kg, c'est pas la même chose que chauffer 5 kg. Mais voilà, bon, ça, ils ont constaté que quand ils chauffaient 10 kg et 5 kg, c'était pas la même chose. Il y a plus d'énergie dans 10 kg que dans... Il fallait apporter plus d'énergie pour chauffer 10 kg que pour chauffer 1 kg d'eau. Oui, l'eau est on étudie souvent l'eau, hein. En chimie, en physique, bon, on étudie généralement la molécule simple eau, et après on en fait soit une base unitaire, comme on l'a fait avec la calorie. La calorie provient voilà, de l'unité qui provient de l'eau. Voilà, la calorie est une base unitaire. Ça, je vous l'ai déjà dit, la calorie était une base unitaire à partir de l'eau. C'est-à-dire on a défini la calorie comme étant la chaleur apportée à 1 gramme d'eau pour l'élever de 14,5 à 15,5 degrés, c'est-à-dire de 1 degré Celsius. Donc, on a pris en compte ici, la calorie était une base unitaire de l'eau, parce qu'on a pris la matière qui était de l'eau. Il en a de même pour la chaleur, pour les densités. Hein. Les densités, on fait un rapport de masse volumique d'un corps par rapport, on la compare par rapport à l'eau, qui vaut 1 kg par décimètre cube ou 1 kg par litre. Donc, voilà. Mais bon, pour ce qui s'agit des gaz, on compare par rapport à l'air, la densité. Voilà, pour une masse de gaz quelconque, on le compare par rapport à l'air pour avoir la densité du gaz. Mais généralement, c'est l'eau
voilà, les cas d'étude de l'eau, on étudie le volume massique de l'eau, la masse volumique de l'eau en fonction de la température. On étudie, je veux dire, les premiers éléments qu'on étudie en chimie, ben, c'est l'H2, l'O2, et puis après on étudie l'eau. Voilà, parce que l'eau, c'est quelque chose, bon, une fois qu'on a compris l'eau, ben, on peut transposer à d'autres matières ou en faire des rapports comme ici, la chaleur massique. La chaleur de massique d'un corps peut être comparée à celle de l'eau. Voilà, la chaleur massique d'un corps peut être comparée à celle de l'eau. Donc ce qui veut dire qu'ici, il y a une proportion par rapport, enfin c'est proportionnel, la chaleur est proportionnelle à la masse. Voilà. Donc, et ça, bon, je vous le dis tout de suite, Taylor et Richman, ça ils se sont rendus compte parce qu'en fait, regardez bien, dans l'équation on a M1 sur M et M2 sur M. Donc, si ça c'est pas des masses, bon, c'est qu'ils n'ont rien compris voilà, de ce qu'ils faisaient. Mais non, en fait ils ont bien vu que c'était dépendant de la masse. C'est dépendant de la masse parce qu'on voit apparaître un rapport massique. Donc ils doivent faire intervenir les masses, donc c'est proportionnel à la masse. Maintenant, donc tout le monde aurait pu prévoir un résultat pareil en voyant l'équation de Taylor et Richman, que c'était proportionnel à la masse. Donc en rassemblant ces données, c'est-à-dire l'équation de Richman et Taylor, ne fût-ce que par le petit schéma que j'ai fait, on voit bien que les masses interviennent, et on voit bien qu'il y a l'énergie calorifique qui intervient, on voit bien qu'il y a la température qui intervient, et que je dirais même qu'il y a des niveaux énergétiques qui interviennent, des niveaux de masse qui interviennent, puisque j'ai fait trois diagrammes, trois échelles, et des niveaux de température. Donc il y a trois niveaux voilà, qui interviennent, si ce n'est que le niveau de masse ne va pas varier, parce que M1 va rester M1, M2 va rester M2, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura un mélange qui fera M1 plus M2, ça il faut le savoir. Voilà. Maintenant, pour les niveaux énergétiques, oui, ils vont évoluer suivant le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure. Si je rassemble les données dans le diagramme, ben, on verra que dans ce petit schéma que je vous ai mis tout à l'heure, au niveau des énergies, mais qu'on a des niveaux d'énergie qui vont apparaître. On va avoir le niveau E2 qui va descendre vers E'2 et E1 qui va monter vers E'1. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, nous, on s'intéresse au mélange. Et donc, on ne peut pas voir les choses isolément dans un mélange. On ne peut pas revenir à une situation en arrière en les prenant isolément, en mettant E'2. Alors que E'2, bon, c'est le cas de figure où on aurait le corps qui serait isolé. Alors que le corps est mélangé. En finalité, il est mélangé. Voilà. Donc, on ne va pas prendre ce point de vue-là, mais on rassemble ces données-là quand même dans un schéma pour entrevoir les choses. Chose que j'ai fait d'ailleurs. Et bien sûr, on étudie les variations de chaleur qui se sont produites, puisqu'en fait, dans l'équation de Taylor et Richman, ben, la chaleur voilà, est passée d'un cran à un autre. D'un cran à un autre, ça veut dire qu'elle s'est transférée parce qu'il n'y a rien qui a été perdu, et c'est le but de ma vidéo, de voir qu'il y a un effet conservatif ici. Il y a un effet conservatif que vous allez voir apparaître, ne fût-ce qu'avec l'équation que je viens de vous mettre maintenant. Mais il y a encore quelque chose que je dois incorporer, mais je suis en train d'expliquer que, tout simplement, bon, à partir de l'équation de Taylor et Richman, ben, il y avait une évidence qui pouvait apparaître, c'est que, bon, on voit bien que c'est dépendant de la masse. On voit bien que c'est dépendant de... voilà, ben, quand je dis la masse, c'est la masse d'eau froide, et que c'est dépendant de la masse d'eau chaude. On a M1 sur M et M2 sur M, donc c'est dépendant de la masse d'eau froide, c'est dépendant de la masse d'eau chaude. Quand je dis c'est dépendant, c'est la température d'équilibre et la variation de chaleur. Hein. Voilà. La variation de chaleur qui n'apparaît pas court maintenant, parce qu'on n'a que des masses et des températures. C'est au travers de l'équation ici. Là, ce que je suis en train de faire en finalité ici, c'est pas l'équation de Richman, c'est à partir de l'équation de Richman que je vais faire apparaître les chaleurs. Parce que l'équation de Richman faisait apparaître une température d'équilibre, la recherche d'une température d'équilibre. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de chaleur, et donc on n'a pas encore l'équation de la calorimétrie. Donc, je peux vous dire que Richman et Taylor ont fait apparaître que les températures d'équilibre dépendaient, bien sûr, des masses de corps froid, masse de corps chaud, bien sûr de la masse du mélange qui est M, et des températures du corps froid et de la température du corps chaud. Donc, ils ont vu que ça dépendait de la masse et de la température. Voilà.
la masse et de la température. Bon, maintenant, moi je vais faire intervenir la notion calorifique, et la notion calorifique, j'ai dû transformer l'équation de Richman et de Taylor à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là. On est arrivé là. Donc j'ai presque l'équation de la calorimétrie. Donc on sait bien que c'est l'équation de la calorimétrie dépendant de la masse. Voilà. On sait bien, dans le sens, ne fait-ce qu'en regardant l'équation aussi, hein, en développant l'équation de Taylor et Richman, mais j'aboutis à M1 T, T équivalent moins T1 est égal à M2 T2 moins T équivalent. Ouais. Je vous rappelle qu'ici j'ai pris comme hypothèse que je vais le dire après, ça je ne sais pas encore le dire ici, qui est le corps chaud, quel est le corps froid, je vais le voir après. Mais c'est parce que j'ai encore de petites choses à vous dire, c'est que bon, on y est presque à cette variation de chaleur. On est vers le cheminement, je sais pas, la flèche, on est vers le cheminement de la recherche de, justement, de la quantité de chaleur. Donc de delta Q, je suis à la recherche du delta Q. Par l'entremise de l'équation de Taylor et Richman, hein, qui lui évaluait une température d'équilibre. Donc ils n'étaient pas loin de trouver l'équation de la calorimétrie, je vous l'ai déjà dit auparavant. Donc à partir de ça, ben, qu'est-ce qu'ils ont ici? Ben, là, ils partent sur base d'une température d'équilibre à partir de données qu'ils ont. C'est-à-dire les données qu'ils ont, c'est la masse M1, la masse M2, T1, T2. Et ils déterminent, ils savent déterminer empiriquement la température d'équilibre. Oui, mais à partir de là, ben, on peut peaufiner les équations de Taylor et Richman, sachant qu'ils sont partis d'une même substance. Hein. Sachant qu'ils sont partis d'une même substance, on peut peaufiner tout ça pour trouver le delta Q. Et donc la loi de la calorimétrie. Voilà. Donc on sait bien que c'est proportionnel à la masse. Bon, jusqu'à présent, j'ai toujours mis voilà, à l'esprit que il était aisé de trouver que c'était proportionnel à la masse. Il était aisé que c'était par vue d'esprit que c'était proportionnel à la variation de température. Et donc c'est ce qui a été établi ici d'ailleurs à partir de l'équation évidente de Taylor et Richman. J'établis une relation qui est proportionnelle à la masse et à la variation de température. Bon. Alors, pourquoi pourrait-on dire que c'est proportionnel à la variation de température? C'est normal. Parce que si on aurait une variation CD par l'eau chaude qui serait nulle, enfin, je dirais plutôt, si on aurait une variation de température donc la quantité de chaleur cédée par l'eau chaude serait nulle si, en effet, si l'eau chaude n'avait pas subi de changement de température. Si on n'avait pas de changement de température, on aurait, je veux dire, un delta Q qui vaudrait 0. Donc on peut entrevoir par cette entremise-là que la variation de température va induire une variation de chaleur. Et inversement, une variation de chaleur induit une variation de... Une variation de chaleur peut induire une variation de température, mais une variation de température induira une variation de chaleur. Donc s'il n'y a pas de variation de température, il n'y a pas de variation de chaleur. Ce qui veut dire qu'on voit bien que c'est fatalement proportionnel à la variation de température. C'est proportionnel à la masse, la variation de chaleur est proportionnelle à la masse, et elle est proportionnelle à la température. Voilà. Et ça c'est valable pour l'eau chaude ou l'eau froide. Hein. Si l'eau chaude ne subit pas de variation de température, on n'a pas de variation de chaleur. Si l'eau froide ne subit pas de variation de chaleur, ben, on n'a pas de variation de... Si l'eau froide ne subit pas de variation de température, on n'a pas de variation de chaleur. Donc les arguments se tiennent aussi bien pour l'un, est valable pour l'un que pour l'autre. Pour la masse d'eau froide, pour le corps froid que pour le corps chaud. S'il n'y a pas de variation d'un côté, ben, on a s'il n'y a pas de variation de température, on a une variation de chaleur qui est nulle. Que ce soit pour le corps froid ou pour le corps chaud. Bon, maintenant, reste un élément pour peaufiner ce delta Q. Alors, cet élément, eh bien, ici, il était simple. Il n'apparaît pas dans l'équation de Taylor-Richman, parce qu'il était simplifié, tout simplement.
Mais en fait, la variation de température, il est vrai que ce delta Q, il est vrai qu'il est c'est pas, on va dire qu'il est proportionnel à M1 et la variation de température. Il est proportionnel à la variation en fonction de la substance. Ici, en l'occurrence, la substance, c'est de l'eau. Ce qui veut dire qu'on a ici un C0, c'est le coefficient de proportionnalité. Bon, c'est ce que j'ai toujours remarqué d'ailleurs, F de K substance. C'est F de, on va marquer, c'est un coefficient K fonction de la substance. Voilà. Fois M1 fois T équivalent moins T1. Chose que j'ai toujours marqué, K fonction, c'est un coefficient K fonction de la substance. Hein. Voilà, fois T1 qui est égal à... Oui, ici c'est en valeur absolue, hein, delta Q c'est en valeur absolue, parce que je vais regarder après le signe qui est le corps froid, qui est le corps chaud. Il faut que j'établisse ça, qui est le corps chaud, qui est le corps froid. Mais dans un premier temps, prenez-le en valeur absolue. Delta Q, l'échange énergétique est le même, il n'y a pas de perte de chaleur, donc delta Q est valable aussi bien pour le corps froid. C'est un transfert de chaleur du corps chaud vers le corps froid. Et donc le corps froid absorbe l'énergie calorifique du corps chaud. Alors on a ici toujours Kf de la substance. Mais comme c'était des substances identiques, il y a une simplification qui s'établit hein, entre les F de K substance à gauche et à droite, membre de gauche, membre de droite. Bon, là, voilà. Voilà. Ça, c'est le delta Q en valeur absolue. Voilà. Bon, mais ici, il s'avère qu'ils ont pris de l'eau. L'eau, donc delta Q est proportionnel à la substance, mais comme l'eau, la substance c'est C0, ben, je vais indiquer C0, M1, T équivalent, moins T1 égal à C0. Vous voyez que le C0 ça simplifie, hein, parce qu'on sait bien que c'est de l'eau, je l'appelle C0. La chaleur massique de l'eau, c'est ce qu'on appelle C0. Voilà, le F de K substance, c'est la chaleur massique de l'eau. Donc fois M2 fois T2 moins T équivalent. Voilà. Donc on sait bien que c'est proportionnel, c'est un coefficient de proportionnalité dû à la substance qui est présente. Donc ici elle se simplifie parce qu'en fait elle est supposée être la même dans les deux cas de figure. Dans la masse d'eau, le corps chaud et le corps froid, c'est tous les deux de l'eau. Et donc, dans les équations, ben, ils vont se simplifier. Voilà. Mais maintenant, voilà, justement, on a une simplification maximale parce que justement, ils ont pris deux corps qui étaient identiques. Parce que sinon, on n'a pas, voilà, on n'aurait pas l'équation qu'ils ont là-bas, T équivalent égale M1 sur M sur T1 fois T1, je m'excuse. Voilà, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas ça. Si ils avaient pris des corps différents, là, on aurait une autre équation. S'ils avaient pris des substances différentes, on aurait eu T équivalent égal au M1C1. M1 fois le C1, chaleur massique du corps 1, divisé par M1 C1 plus M2 C2 T1 plus M2 C2 divisé par M1 C1 plus M2 C2 le tout fois T2. Oui, il faudrait que je mette des parenthèses pour ne pas... Alors, les parenthèses elles viennent ici. Tout ceci. Et là, je vais mettre les parenthèses ici et là fois T2. On n'a pas les mêmes équations. Normalement, l'équation généralisée, c'est celle que je viens de vous mettre maintenant.
Et alors, bon, quand on a de l'eau, ben, C1, C2 sont le même, et ils se simplifient pour donner M1 sur M, M1 sur M1 plus M2, ce qui fait M1 sur M, T1, voilà, tout se simplifie. Tout se simplifie, voilà, mais l'équation généralisée, là, ça c'est une équation généralisée, d'équilibre. D'équilibre de substance. Ah, c'est une équation généralisée d'équilibre de substance. Alors que ça, c'est une équation particulière, puisqu'en fait, c'est deux substances identiques. Donc, c'est une équation particulière d'équilibre de substances identiques. Voilà, là, on a des corps identiques, voilà, qui sont de l'eau. Ici, on a pris de l'eau. Bon, il y a encore une autre équation particulière par rapport à l'écriture de Taylor-Richman, c'est de prendre M1 égale M2. Là, à ce moment-là, on aura encore une particularité d'équilibre. Ben, on aura T équilibre est égal à 1 demi, qui est là, bon, T1 plus T2. Voilà, ça c'est encore une écriture particulière où M1 égale M2. On a les mêmes masses. Voilà, donc vous voyez que les températures d'équilibre, on peut les écrire de manière généralisée, de manière particulière à l'équilibre avec deux substances identiques ou des substances identiques et de même masse. Donc celui-ci, c'est une écriture particulière d'équilibre de même substance et même masse. Voilà. Donc vous voyez que déjà les écritures de Taylor et Richman, bon, je vous rappelle que Taylor et Richman, c'est celui-ci, c'est l'écriture là. Taylor et voilà, c'est celui-ci. C'est déjà un cas particulier de l'écriture généralisée. On a l'écriture, ça c'est l'écriture généralisée avec des substances différentes. Là, on a une écriture, bien sûr, je parle des équilibres calorimétriques. Là, on a une écriture déjà particulière. Et là, on a encore une autre écriture particulière d'équilibre de même substance et même masse. Donc, c'est la moyenne des températures. Quand elles ont même masse, c'est la moyenne des températures. Voilà, c'est juste ça. Mais ici, je suis sur le chemin, sur la voie de rechercher que le delta Q. Donc, on voit bien que ici, comme on a pris de l'eau, je suis toujours dans l'expérience de Taylor et Richman, mais je peaufine l'équation pour trouver le delta Q. Le delta Q, pour l'instant, il est en valeur absolue. Donc, on sait bien que c'est proportionnel à la masse et à la variation de température au travers d'un coefficient de... il est proportionnel. Et cette proportionnalité, c'est justement, il dépend du matériau. Du matériau, de la substance, du corps, etc. Et donc, on a un fameux, ce qu'on appelle, ici, comme on a de l'eau, parce que je suis dans l'expérience de Taylor et Richman, ben, c'est le C0 de l'eau qui a été simplifié parce qu'en fait, c'est le même corps. Voilà, C0, c'est simplifié ici. Dans les équations de Taylor, ce qu'ils ont fait, enfin, ce qu'ils ont fait, non, ils ne sont pas partis de delta Q, mais ils sont partis, c'est une loi empirique hein, chez eux. C'est une loi due à l'expérience. Hein. Mais on peut, au travers du cheminement que je viens de faire ici, voilà, là le cheminement ici, voilà, arriver à aboutir à ceci. Mais ceci, si je veux de nouveau retrouver l'équation de Taylor et Richman, il suffit de simplifier là et là. C'est ce qui s'est passé, c'est parce que c'est deux corps identiques. Il est valable pour le cours chaud, cours froid, donc je peux le simplifier. Bon, voilà. Ceci étant dit, je fais apparaître ce C0. Pour ça, il faut que j'enlève les simplifications. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si je scinde ceci, je vais les scinder
rappelez-vous que... Donc tout ça, je n'ai plus besoin, hein. Je vais effacer tout ça. On sait bien d'où ça vient, ça, hein. Bon, si vous voulez mettre la vidéo en arrière, ben, vous le faites à votre guise. Mais ici, bon, j'ai plus besoin de tout ça. Parce que je vais déterminer, voilà, l'équation de la calorimétrie au travers de ceci. Donc je vais développer ceci. Voilà. Et je dirais même que je vais développer ça à partir de ça. Alors pour ça, bon, ça c'est quand on a un équilibre qu'on fait l'égalité là, hein. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce que c'est que ceci? Voilà. Si je laisse simple, bien sûr, bon, j'estime que, bon, je vais regarder, il faut que je détermine ici l'hypothèse, hein, qui est le corps froid, qui est le corps chaud, pour éviter d'avoir un problème de signe. Alors, supposons que j'estime que c'est lui le corps chaud, le corps T2, le corps 2, et que le corps 1 c'est le corps froid. Voilà, j'ai la température d'équilibre. Je vais vite un petit peu voir qui est le corps chaud, qui est le corps froid, pour éviter d'avoir le problème, ce fameux problème de signe, parce qu'il y a un problème il y a un signe à mettre en œuvre. Alors, ici on a T2 moins TQ, T2 moins TQ, T2 moins TQ, lui, T2 est plus grand que TQ, donc ça c'est positif. Voilà, c'est positif. Et TQ, TQ moins T1, TQ moins T1, TQ plus grand, c'est positif. Dans ce cas-ci, on a du positif dans chaque membre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, on a évalué un delta Q qui serait, voilà, un delta Q qui est égal, si vous voulez, en valeur absolue. C'est la valeur absolue de delta Q. C'est la valeur absolue de delta Q. Mais il n'en est pas comme ça, hein, parce qu'il faut tenir compte des paramètres thermodynamiques. Alors pourquoi on a positif? Ben, c'est parce qu'on n'a pas respecté, voilà, en thermodynamique, ici ils ont fait T équivalent. Ben, c'est la température finale du corps, si je suis en corps froid, hein, j'ai pris le corps froid T1. Donc ils ont fait T équivalent, c'est la température finale du corps froid. Donc en fait, ils ont fait T final moins T initial. Voilà. Voilà. T final moins T initial. Bon, ici, ils ont respecté ce que dit la thermodynamique. Généralement, ils font, pour avoir respecté les conventions, on fait tout ce qui est final moins tout ce qui est initial pour éviter des bérésina au niveau des signes. C'est toujours en thermodynamique, le final moins l'initial pour respecter les conventions et être dans, si vous voulez, le cheminement des conventions. Parce que si à un moment donné, vous faites final moins initial ou initial moins final, vous faites du n'importe quoi, mais ça sert à rien de faire des conventions. Vous allez avoir des signes qui vont se mélanger dans tous les sens. Voilà, et là, c'est vraiment la perte. Au niveau de l'entropie, l'enthalpie de Gibbs, etc., mais on va s'y perdre. Hein. On va s'y perdre. Donc, à ce moment-là, il faut avoir une cohérence. Quand on fera une variation d'entropie, c'est l'entropie finale moins l'entropie initiale. La variation d'enthalpie, enthalpie finale moins l'initiale. La chaleur finale, variation de chaleur, c'est variation finale moins. Si on veut respecter les conventions thermodynamiques, qu'elles soient altruistes, égoïstes ou mixtes, peu importe, c'est toujours le final moins l'initial. Donc la thermodynamique se base sur un système final moins un système initial, de telle manière à ce qu'on n'ait pas une fois un moins, une fois un plus pour l'enthalpie, une fois pour une chaleur de réaction, voilà, elle est négative et puis elle est positive. Alors là, en ce moment, je vous prie de me croire que c'est une soupe. Bon, c'est une vraie soupe. Une vraie soupe que vous allez avoir. Et donc là, vous allez cogiter énormément pour rien que des signes. Alors qu'il s'agit uniquement de signes qui ont une signification, bien sûr, particulière. Donc pour éviter ça, il faut partir toujours du final moins l'initial. Bon, ici, ça respecte ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, voyons voir le corps chaud ici. Mais le corps chaud n'a pas respecté ça. Le corps chaud n'a pas respecté ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a, pour le corps chaud, on a T2. T2, c'est l'initial. Moins température finale qui est la température d'équilibre du corps chaud. Donc là, on n'a pas respecté le final moins initial. Hein, on a fait d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a plus. Mais ça a été fait pourquoi? Ça a été fait justement pour avoir un delta Q justement positif, pour avoir la valeur absolue de delta Q. Comme ça, on évalue la chaleur en termes de valeur absolue.
en termes de valeur absolue. Et il est vrai que en valeur absolue, bon, là on a moins delta Q, parce que le système fournit l'énergie au milieu extérieur. Moins delta Q bien sûr qui est delta Q est positif, hein. C'est moins delta Q qui est négatif. Voilà, ou alors ici, je retirais ça. On a moins delta Q. Voilà. Ou en d'autres termes, je dirais que delta Q est négatif. Là, on a une transformation qui est en dos. Parce qu'on a un appauvrissement énergétique. Il est en dos. Là, on a une transformation qui est exo. Donc, qui va s'enrichir en chaleur, provenant bien sûr, et ça je vais le montrer, comment on appelle ça, de l'autre là-bas, du corps froid, du corps chaud. C'est la chaleur provenant du corps chaud. Là, on a un delta Q qui est positif. Et là, on a, si vous voulez, la conséquence, c'est qu'on a un delta Q positif. Voilà, on a un delta Q ici. Delta Q positif. Voilà. Donc, justement, il faut adapter ça. Hein. L'écriture là, elle n'est pas bonne. Enfin, au niveau thermodynamique, bon, c'est toujours le T final moins T initial, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il faut adapter ça. Bon, on va adapter ça. Malheureusement, il va apparaître un signe. Oui, et le signe, vous allez voir que c'est au niveau du delta Q. Alors, si je fais T2 moins T équivalent, c'est positif, hein, je vous l'ai dit. On le voit ici, il est positif. Voilà. Mais moi, je vais faire C0, M2, T équivalent moins T2. Là, le C0 étant strictement positif, M2 strictement positif, là, j'inverse. Ce qui donne du négatif, c'est ceci. Ce qui donne du positif, c'était ceci. Mais si je prends l'opposé, ça donne du négatif. Bon. Alors, pour que ce soit positif, je dois mettre un moins devant. Et là, thermodynamiquement parlant, ça veut dire que l'eau chaude, je vous avais bien dit, delta Q, là, on a le système fournit de l'énergie. On a un moins delta Q. Donc ici, on a, oui, ici il y a peut-être une petite incohérence, parce que on a moins delta Q, ouais, moins delta Q. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'en valeur absolue, c'est positif. Hein, en valeur absolue, c'est positif. Là, il est bien négatif. En mettant un moins, il devient positif. Donc j'aurai du plus et du plus. Voilà. Donc, ceci, c'est négatif. Là, il devient négatif. Là, si je mets un moins, il est positif. Voilà. Donc, delta Q négatif, c'est ceci. TF moins TI. Niveau thermodynamique, là, delta Q, il est négatif. Il est négatif. Delta Q, il est négatif. Voilà. Donc, mais maintenant, si je fais moins delta Q, il devient positif.
si je fais moins delta Q, il est positif. Donc on évalue en termes de valeur absolue, c'est ça qu'il y a. Bien sûr, l'autre côté, on a bien T final moins T initial, je peux garder ça, c'est C0, M1, T équivalent, moins T1. Voilà. Et là, j'ai bien final, température finale, moins température initiale. Donc je respecte les conventions thermodynamiques de final moins l'initial. Ici, j'ai bien final moins initial, j'ai convention thermodynamique. C'est négatif, le delta Q est négatif, mais bien sûr, on évalue en valeur absolue. Donc je dois mettre un moins pour avoir du plus d'un côté et du plus de l'autre, parce qu'on évalue la valeur absolue de delta Q. Voilà. Et maintenant, je peux écrire ma convention. Enfin, ma convention thermodynamique maintenant. D'après ce que je viens de marquer, j'ai C0, je vais mettre un grand C pour la chaleur spécifique de l'eau, fois M1. Je vais faire température finale moins température initiale, c'est-à-dire T équivalent moins la température du corps froid est égal à moins C0, la masse 2, fois la température finale qui est T équivalent, moins la température initiale qui est T2 pour respecter les conventions thermodynamiques. Et alors, bon, à ce moment-là, je mets un moins ici. Je mets un moins là. Voilà. Voilà. Et là, on a, si vous voulez, le delta Q en valeur absolue. On a la valeur absolue de delta Q. On a le delta Q, si vous voulez, en valeur absolue, qui est strictement positif, parce qu'une valeur absolue, c'est strictement positif. Voilà. Donc on est dans vraiment notre cheminement. Là, on a trouvé ceci. À partir des équations de Taylor-Rieschmann, ben, on va dans le sens inverse et on finit par découvrir qu'on a ça. On finit par découvrir qu'on a ça. Ce qui veut dire qu'on a le delta Q froid, le corps froid est égal au moins delta, oui, ici j'ai oublié un Q, delta Q corps froid est égal à moins delta Q corps chaud. Et ce corps chaud, le moins signifie qu'il va transmettre de la chaleur au corps froid. Donc ce fameux moins signifie que, conventionnellement parlant, au niveau des conventions, ça veut dire que le corps chaud, va donner son énergie au corps froid. Voilà. Et si vous l'écrivez avec cette convention-là, ça veut dire que c'est le corps chaud qui fournit. Donc, le corps chaud est, si vous voulez, endothermique. Parce qu'il fournit, il s'appauvrit d'énergie. Alors que le corps chaud, le corps froid, est exothermique, il va s'enrichir en chaleur et il va augmenter sa température. Pendant qu'il y en a un, la température diminue, sa chaleur diminue, le T, les températures diminuent, la chaleur, bien sûr quand je dis diminue, c'est par rapport à une situation initiale et une situation finale, sa chaleur diminue, donc on a une situation initiale et une situation pseudo-finale, parce qu'en fait la vraie finale c'est le mélange, hein. Ça correspond au fameux, ce que je vous ai écrit là, ça correspond au fameux E1, E2, E'2. Voilà, ce que je vous écris là, c'est E1, E'2. Et si j'écris, là, la température va monter et la chaleur va monter, on a une situation initiale, une situation finale. Quand je vous dis qu'elle va monter, la température, bien sûr, dans le diagramme de température, il n'y a pas de problème. On aura T1, elle va monter jusque T d'équilibre, voilà, alors que l'autre, elle va descendre de T2, qui est le corps chaud, jusque
T d'équilibre. Mais pour les énergies, bon, on a 1. Bon, ici j'ai pris un cas de figure où il n'y a pas de chevauchement. Voilà, et E'1. Voilà. Mais voilà, situation initiale du corps. Le corps, au départ, il est. Voilà, si je fais le corps 1, voilà, je vais mettre le corps 1. Le corps 1. Corps 1. Puis je vous ai dit que normalement, ça c'est la situation initiale. Voilà. Puis je mets le corps 2. Voilà. J'ai toujours une situation initiale. Voilà. Et que en fait, après il y a le mélange. Donc en fait, il n'y a pas de situation finale du corps 1 et du corps 2, comme je l'ai fait ici. Et puis il y a le mélange, c'est-à-dire que je vais prendre les deux sous-systèmes, je vais en faire un système globalisé comprenant les deux sous-systèmes. Et donc le système final est le mélange. Voilà, ici j'ai pris le système final qui est le mélange. Mais ici, moi je suis en train de voir, pris séparément, le système initial existe et le système pseudo-système final n'existe pas puisqu'il est dans le mélange. Mais j'évalue ces caractéristiques à part, ces caractéristiques, je veux dire, thermodynamiques à part. Donc je crée une situation pseudo, situation finale du corps chaud, alors qu'il est mélangé, voilà, je l'isole. Et je fais la même chose avec le corps froid, j'isole un pseudo situation finale, puisqu'il n'existe pas, puisqu'il est mélangé. Hein, donc ça veut dire que j'ai un E'1 pseudo, un pseudo E'1, et un pseudo E'2 pour la situation finale de corps chaud, un pseudo E'1 pour le corps froid, mais en fait il n'en est rien, parce qu'en fait on évalue le delta Q qui est du mélange. Là, on a un delta Q du mélange. On évalue ce delta Q là, c'est ce delta Q là qui nous intéresse, et pas le E'2, ni le E'1. Nous ce qui nous intéresse c'est les delta Q en valeur absolue. C'est les delta Q en valeur absolue. Voilà. Donc ça veut dire que, en d'autres termes, si je devais décortiquer un pseudo-système final du corps chaud, ben, il va évoluer d'une chaleur, d'une température. Quand je dis la température diminue, ben, il va diminuer de T2 à T équivalent. Et sa chaleur va diminuer de E2 à E'2. Voilà. Bon, dans un diagramme, voilà. Voilà. Alors que pour le corps froid, ben, sa température va monter. Elle va monter de quoi? De T1 à T équivalent, mais sa chaleur va monter de E1 à E'1. Voilà. Et ce qui nous intéresse, ce sont les températures. Donc, on va prendre un système complet qui va reprendre voilà, le mélange du corps froid et du corps chaud. Donc, on va s'intéresser uniquement à la température et donc fatalement au mélange. Donc, non pas à un système séparé comme ici, non pas un système séparé comme ici, avec une situation finale, une pseudo-situation finale, mais on prendra bien sûr directement un système final qui est directement un mélange. Et donc si on a directement un mélange, ben, ce qui va nous intéresser, ben, c'est directement la température du mélange. Maintenant, je vous ai dit que dans le diagramme, on écrira quoi? Ben, on fera référence au delta Q, et le delta Q il est le même. Et donc dans ce diagramme de température, ben, on notera ce delta Q comme ceci. Mais c'est pas parce qu'on a une différentielle, un écart de température qui est différente, hein, pour des corps différents, des masses différentes, voilà, on aura un delta T différent, ben, le delta Q est le même. C'est pas parce que j'intègre une notion énergétique dans un diagramme thermique que dans un diagramme de température que voilà, il faut bien signifier que le delta Q il est le même, mais ça signifie que cette variation de chaleur va induire une variation de température avec la variation qui est indiquée sur le diagramme des échelles de température, tout simplement. Voilà. Alors, ceci étant dit, bon, là on a affaire à c'est tout simplement un équilibre thermique d'un mélange. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à la loi fondamentale de la calorimétrie. On y est presque, je vous le dis tout de suite. On y est presque. Donc on sait bien que ça dépend de la loi générale de la calorimétrie est dépendante. Ici j'ai pris de l'eau, hein. Je suis toujours à partir des équations de Richman et de Taylor. Donc, vous voyez qu'ici j'ai du C0, hein. Donc j'ai pris comme substance de l'eau.
Après, je vais généraliser pour les autres corps. Mais pour l'instant, je me base sur, voilà, voilà, il faut bien me baser sur quelque chose. Donc je me base sur une substance qui est de l'eau. Et au départ, je fais un mélange pour étudier la calorimétrie, un mélange de même substance qui est l'eau, qui est le corps le plus simple à étudier. Voilà. Alors on sait bien que c'est dépendant de la masse, la chaleur. Donc ça c'est bien la chaleur. Hein. On a la chaleur du corps froid. Si on scinde les deux, on a la chaleur du corps froid. Et là on a la chaleur du corps chaud. Donc la loi de la chaleur, la variation de chaleur, vous comprendrez qu'elle est dépendante de la masse. On le voit directement ici. Hein. M2 pour le corps chaud, M1 pour le corps froid. Voilà. Elle est dépendante de la variation de température. Oui, c'est T final moins T initial pour respecter les conventions thermodynamiques. Voilà. Mais si vous faites l'opposé, vous allez avoir l'apparition d'un signe moins si vous faites T initial moins T final. Ça dépend. Si T final est plus grand que T initial, voilà, si T final est plus grand que T initial, si vous faites TF moins TI, vous aurez du positif. Mais si vous faites TI moins TF, vous allez avoir du négatif. Maintenant, si TF est plus petit que TIN, TF moins TIN est négatif, mais TIN moins TF sera positif. Bon, ça c'est de l'évidence au niveau des études de signes. Alors, bon, ce qu'on sait aussi, c'est que la variation de chaleur est proportionnelle à la masse et à la variation de température. Et ce coefficient de proportionnalité n'est tout bonnement que ce fameux C0 ici, qui est ici c'est de l'eau. C'est le coefficient de proportionnalité. Voilà, et voilà établit la relation de la calorimétrie en sachant que je vais me baser sur un coefficient de proportionnalité qui est la chaleur massique de l'eau. La chaleur massique de l'eau. Parce qu'ici j'ai pris de l'eau. Mais après je vais faire évoluer cette formule vers d'autres substances et parler de la fonction de la substance, car en fonction de la substance, bien sûr, ce sera K en fonction de la substance fois M fois TF moins Tin. Voilà. Alors, ce cas substance, bon voilà, ce cas substance, c'est la chaleur massique que je vais comparer bien sûr avec la chaleur massique de l'eau. Donc la loi généralisée, elle est simple. La loi généralisée, elle est devant vous. Elle est devant vous, elle est là. C'est fini. Elle est généralisée là. Ça veut dire que si je ne devais pas prendre la généralisée, je ne devais pas prendre de l'eau, et toute substance, je peux la comparer par rapport à celle de l'eau. Hein. Une fois que je sais zéro, je peux comparer les autres substances par rapport à l'eau et dire combien elle vaut par rapport à celle de l'eau. Eh bien, la loi généralisée de la calorimétrie, c'est delta Q est égal à chaleur massique du corps, ou chaleur spécifique, fois la masse, fois la variation de température qui est température finale moins la température initiale. Voilà. Alors maintenant, donc ça veut dire que la quantité de chaleur qu'une masse d'eau M doit absorber ou céder pour subir un changement de température, delta T vers le bas ou vers le haut, est proportionnelle à la masse. Ici j'ai pris une masse d'eau, hein, C0, mais maintenant, voilà, j'ai pris par rapport au C0. Enfin, vous voyez, ici j'ai pris par rapport au C0, donc j'ai défini le delta Q par rapport au C0 ici. Hein. Voilà, ici je devrais changer, je devrais mettre voilà, la chaleur spécifique de l'eau. Voilà. Par rapport à l'eau, qu'est-ce que c'est que voilà, par rapport à l'eau, qu'est-ce que c'est que je vais faire une autre vidéo, hein, je suis en train de penser pour faire une autre vidéo parce que c'est vrai que pour éviter de l'allonger, je verrai la conservation. Voilà, j'y suis presque, hein. Je suis presque, je suis à 2 pas de faire la conservation. Voilà, je démarrer à partir de certaines équations ici pour faire voilà, la conservation thermique de chaleur. Mais ici, je veux juste tout simplement terminer cette vidéo ici en disant que la quantité de chaleur delta Q, ici,
donc qu'une masse d'eau, parce que j'ai pris l'eau en tant que chaleur spécifique, hein, vous avez bien vu ici, c'est 0, c'est 0, qu'une masse d'eau M, voilà, il prend M en général, doit absorber ou céder, pendant qu'il y en a un qui absorbe ou qui cède, pour subir un changement de température. Bien sûr, il n'y a pas de changement d'état ici, hein, je verrai les changements d'état ultérieurement. Les changements d'état, je les verrai ultérieurement, parce que bon, il y a encore un petit changement par rapport à tout ça. C'est pas MC delta T, hein, voilà, il faut tenir compte de chaleur de fusion, chaleur de vaporisation, etc. Voilà, donc là, je suis tout simplement qu'en changement en variation de température et non pas en changement d'état. Il n'y a pas de changement d'état ici. Hein. S'il s'avère qu'il y a un changement d'état, il y a un terme à tenir compte qui est l'énergie de changement d'état. Voilà, mais ici c'est pas le cas. Donc ici il n'y a aucun changement d'état. Donc la quantité de chaleur delta Q qu'une masse d'eau M doit absorber ou céder pour subir un changement de température, delta T qui est le delta T il est là, donc je vais l'écrire, hein. Delta T, si je voulais, je formalise la loi, d'ailleurs je vais le mettre en très grand, de telle manière à peaufiner cette vidéo et la terminer en conclusion en disant que le delta Q est égal à chaleur spécifique d'un corps quelconque, mais ici bon, il s'avère que j'ai pris l'eau en comparaison, parce que je ferai des comparaisons par rapport à d'autres chaleurs spécifiques d'autres matières, est égal à la chaleur spécifique, bon comme j'ai pris de l'eau ici, la quantité de chaleur delta Q qu'une masse d'eau M, M étant la masse de l'eau qu'elle doit, l'eau doit absorber ou céder pour subir un changement, une variation de température, donc fois delta T, qui est température finale moins température initiale, pour subir un changement de température. Attention qu'il n'y a pas de changement d'état ici. Alors ce changement de température, delta T, qui peut être vers le bas ou vers le haut, hein, voilà, est proportionnel donc à la masse et au changement de température. Et quand je dis coefficient de proportionnalité, c'est le CS. Voilà. Et voilà la loi de la calorimétrie, pour ainsi dire, et on pourra faire des comparaisons par rapport à d'autres matières, le CS de l'eau par rapport à d'autres matières, mais la loi principale de la calorimétrie, je verrai les conservations dans une autre vidéo pour éviter d'allonger celle-ci. Donc, la loi de la calorimétrie sera basée sur cette formule. Voilà, sur cette formule. Donc delta Q est égal à chaleur spécifique. Ici, j'ai pris l'eau. Voilà, donc si j'ai pris l'eau, c'est le C0. Hein. Voilà, ici, je peux dire que j'ai C0 fois M fois delta T. Donc le delta Q est égal à CS M delta T. Et puis je vais le faire pour tout court. Hein. Ici c'est valable pour l'eau et je le ferai pour tout court. En comparaison avec les autres cours par rapport à l'eau. Les autres cours par rapport à l'eau. Donc en d'autres termes, ici je pourrais mettre même l'eau. C'est C0. Voilà. C'est le C0. Donc delta Q est égal à C0 M delta T. C'est-à-dire c'est la quantité de chaleur delta Q qu'une masse d'eau M doit absorber ou céder pour subir un changement de température delta T vers le bas ou vers le haut. Donc la quantité de chaleur delta Q est proportionnelle à la masse au changement de température delta T. Donc la masse c'est M, le changement de température qui va évoluer vers le haut, vers le bas, c'est delta T, et le C0, ben, c'est la chaleur massique de l'eau. Donc c'est le coefficient de proportionnalité de delta Q par rapport à la masse et delta T. C'est un coefficient de proportionnalité qui dépend de la substance, et ici, en l'occurrence, la substance, c'est l'eau. Alors pourquoi prendre l'eau? Parce que c'est le cas d'étude le plus, le plus simple. On a pris l'eau. Et après, les autres, ben, vous allez voir que c'est juste une comparaison par rapport à l'eau. Mais bon, le delta Q, c'est par rapport, on mesure par rapport à l'eau. On va tous ramener par rapport à l'eau. Donc les autres substances vont se ramener par rapport à l'eau. Donc on aura toujours, bien sûr, une masse de corps, une variation de température due au corps, mais on va se ramener par rapport à un coefficient de proportionnalité en rapport avec celui de l'eau, par rapport au C0. Donc l'étude la plus classique de calorimétrie est basée sur une étude basée sur l'eau. Et puis après, quand on a fait l'étude sur l'eau, ben, il est aisé de voir l'étude calorimétrique, quelles que soient les autres substances.
Donc on connaît celle de l'eau, ben, après on peut étudier les autres substances, puisque la loi de calorimétrie étant faite pour l'eau, ben, les autres ne seront que des proportions par rapport à celle de l'eau. Donc on étudie voilà l'eau. Une fois qu'on a étudié l'eau, ben, on étudie les substances qui auront une chaleur spécifique en rapport bien sûr avec celle de l'eau. Et ceci termine cette vidéo. Bon, je n'ai pas vu encore les conservations, mais je vais faire juste une petite vidéo maintenant que tout est mis en place pour voir les conservations, la conservation voilà, de l'énergie au travers d'un équilibre, justement. Hein, au travers d'un équilibre. Hein. Alors, au travers d'un équilibre, je vais voir les conservations. Voilà, une loi de conservation. Voilà, donc on a formalisé là pour l'eau, la loi de la calorimétrie pour l'eau. Et je vous le répète encore une fois, la quantité de chaleur delta Q qu'une masse d'eau, parce qu'ici ça concerne de l'eau, qu'une masse d'eau M doit absorber au CD pour subir un changement de température delta T vers le haut ou vers le bas, est proportionnelle à la masse et au changement de température delta T. C'est-à-dire qu'on a un C0 ou S0, c'est là le coefficient de substance de l'eau. Bien sûr qui est constant dans une marge. Mais sinon les fonctions de la température, je vous montrerai à quel niveau. Le C0 est constant. Je l'ai toujours pris constant dans tous les calculs que j'ai fait jusqu'à présent. Mais il se peut qu'à certains moments, il peut avoir une petite variation en fonction de la température. Et vous le verrez. Je vous montrerai à ce moment-là. Là, à ce moment, on met l'intégrale. On parle d'intégrale. D'une température T1 à une température T2. Voilà. Je vous montrerai que à ce moment-là, il faudra faire appel aux notions d'intégration. D'une température T1 à une température TD par rapport à une variation de température. Bon, ici, bien sûr, je suis en calorimétrie physique, je parle de masse. J'aurais pu parler de chaleur molaire et de N. J'aurais pu mettre la loi N, C delta T. Mais ici, j'ai formalisé la loi M de Martin delta T. J'aurais pu formaliser la loi N. Je peux le faire tout de suite, hein, bon, c'est pas un problème. Mais je le ferai plus tard. Il faut tenir compte juste que je le ferai plus tard pour éviter d'alourdir cette vidéo. D'ailleurs, je vais la terminer tout de suite pour éviter que, je peux complémenter par d'autres vidéos les informations, parce que les informations, je les divulgue au fur et à mesure, parce que sinon les vidéos dureraient, je sais pas, 20 heures pour les développer. Bon, pour éviter ça, bon, il vaut mieux les décortiquer par voie de vidéo d'un certain temps. Une fois que vous avez les bases qui sont mises, bon, le restant, c'est plus aisé à comprendre. Voilà, donc ici, on a delta Q est égal à C0 M delta T. Et c'est valable aussi pour... Ça, c'est une loi qui provient d'une loi empirique, voilà, des années 1700. Donc, je ne peux pas parler de chaleur molaire. Enfin, je ne peux pas parler de nombre de moles, parce que le nombre de moles, bon, c'est plutôt la thermodynamique. Enfin, c'est plutôt de la calorimétrie thermodynamique ou thermochimique. C'est plutôt de la calorimétrie thermochimique. Mais je pourrais faire un rapport. Dès le moment où je vais spécifier le delta Q pour quel que soit le corps, parce qu'ici il est valable pour l'eau, dans une autre vidéo je le ferai pour tous les corps. Et à ce moment-là, s'il est valable pour tous les corps, moi je parlais de chaleur molaire pour tous les corps, et je verrai que l'intégration, voilà, que le C est dépendant de la température, que ça se fera sur base d'intégration. Et ce sera valable aussi bien pour M qui est Martin. Delta Q est égal à M intégrale de T1 à T2 chaleur spécifique dt, mais ce sera aussi égal à delta Q est égal à N de Nestor C de T delta T. Voilà. Mais ça je verrai dans un autre vidéo. Donc j'arrête cette vidéo là pour vous dire que je la stoppe ici parce que j'ai suffisamment donné d'informations en ce qui concerne cette vidéo-ci. Voilà, je vous remercie.